Bonjour, je suis donc la directrice d'un centre ophtalmologique dans le Gard. Je suis aussi vice-présidente de l'association des responsables de centres en ophtalmologie. Certains d'entre vous ont leur directeur qui est adhérent au sein de notre association. Donc on va parler aujourd'hui du secret professionnel et du secret médical. C'est un thème qui est très important dans vos fonctions parce que vous avez accès à des données qui sont confidentielles. Et si on s'arrête 2 minutes sur l'étymologie du mot secrétaire, on s'aperçoit qu'on trouve 2 racines, il y a secret et terre. Donc c'est vraiment au cœur de votre métier, le secret, et c'est d'ailleurs une qualité première chez une secrétaire que de respecter la discrétion. Alors c'est un sujet un peu juridique, on est à quelques minutes du déjeuner, j'espère que je vais tenir votre attention jusqu'au bout. S'il y a des termes un peu barbares, n'hésitez pas à m'interrompre, j'essaierai de vous répondre. Donc le secret professionnel, le secret médical. Quand on parle de secret, on peut avoir... alors ça y est, je n'ai pas de lien d'intérêt, je le déclare. Le secret, on peut parler du secret de la confession, on peut parler d'un secret d'État, des dossiers top secrets, le secret des dieux, c'est un peu différent, le secret de Polichinelle, c'est encore différent, et le secret médical. Nous, on va se pencher donc sur le secret médical, sur le secret professionnel. La définition du secret, ce serait une information qui n'est connue que par une personne ou un groupe réduit de personnes et qui est tenue d'être cachée, qu'il ne faut pas révéler. Ou en tout cas, qu'à une seule personne à la fois, si on est dans le cadre du secret de Polichinelle. Le secret médical, il est issu plutôt de la déontologie. Là, on est sur, on va dire, un principe général qui est a priori et qui est un principe qui est très ancien, qui a été posé dès le serment d'Hippocrate et qui a été repris depuis dans tous les codes de déontologie successifs et qui est consacré par un caractère pénal. Donc Hippocrate disait « Admis à l'intérieur d'une maison, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira le secret qui me sera confié ». Le secret professionnel, c'est différent, c'est issu de l'exercice d'une profession particulière qui est soumise au secret par la loi. Et là, on va retrouver, pas que les professionnels de santé, on va retrouver des avocats, des notaires, des experts comptables, banquiers, etc., qui ont l'obligation de ne pas divulguer des informations dont ils ont été dépositaires de par leur fonction. Ça peut être, dans le cadre des professions de santé, des éléments médicaux, mais ça peut être aussi des chiffres clés de l'entreprise, ça peut être un mode de fonctionnement, etc. Alors, pourquoi le secret est important ? Alors, déjà, c'est un enjeu. Il y a un business derrière le secret. Alors, ça vous parlera ou pas, mais on a le secret des somnifères, chez Michael Jackson, chez Philippe Nicolic. On a le cancer secret de Johnny Hallyday. Et on a, alors certains connaîtront d'autres noms, le grand secret qui était le secret de Mitterrand. Et alors là, je vous indique un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce cadre-là, parce qu'on y reviendra de temps en temps au cours de la présentation. Mitterrand, 8 jours après son décès, le docteur Gubler publie un livre qui s'appelle Le Grand Secret, et où il décrit tout le suivi médical du président au cours de ses mandats présidentiels. Il révèle notamment un cancer de la prostate qui avait été diagnostiqué juste avant l'accession à sa présidence. Et il critique tous les communiqués médicaux qui ont été publiés au cours de la présidence et qui étaient mensongers. Il précise aussi que dès 1994, donc 1 an avant la fin de son mandat présidentiel, le président n'était plus capable d'assurer ses fonctions. Ce livre, 2 jours après sa publication, à la demande de la famille qui a porté plainte, il a été retiré de la vente. Le docteur Gubler a été suspendu de ses fonctions, radié du Conseil de l'Ordre. Il y a eu des amendes assez lourdes contre l'éditeur du livre. Enfin bref, ça a eu des répercussions assez tonitruantes. L'importance du secret, l'enjeu, il est aussi au niveau médical, parce qu'il n'y a pas de médecine sans confiance, il n'y a pas de confiance sans confidence, et il n'y a pas de confidence sans secret. C'est le professeur Louis Porte, qui était président de l'Académie française de médecine dans les années 50,
qui nous a pondu cette phrase, cette belle phrase. Donc, sans secret, il n'y a pas de vérité. Le secret, c'est la contrepartie de la possibilité offerte au patient de tout dire. Donc, le patient dira tout si on lui garantit qu'on ne dira rien. Voilà. En conclusion, le secret est général et absolu, c'est-à-dire qu'il s'applique en toutes circonstances. Même si le médecin est critiqué, c'est pas grave. Le secret, il reste, il peut pas s'en délier. Si le patient meurt, c'est pas grave non plus. Il peut pas rompre le secret. Le secret, il est d'ordre public, ce qui signifie que le patient, il a le droit au secret, mais lui, il ne peut même pas délier qui que ce soit des informations qu'il transmet. Ce n'est pas parce que le patient, il dirait « je vous autorise, docteur, à parler de ma pathologie à la presse », qu'il serait autorisé à le faire. Voilà. Les conséquences pour vous, c'est que le secret, il impose le silence, il impose la discrétion et la confidentialité. Alors la confidentialité, c'est un principe qui est plutôt éthique et qui est associé à certaines professions dont on a vu tout à l'heure, médecine, droit, la religion, avec le secret de la confession, etc. Donc les questions à vous poser toujours, c'est qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je dois taire? On va se pencher sur le cadre juridique, qui est assez fourni, et on va retrouver ces notions de secret dans plusieurs codes. On a le code de la santé publique, qui nous dit que le secret est une prérogative pour le patient. On a le code de déontologie médicale, qui nous dit que c'est un devoir professionnel du professionnel de santé. On nous dit que dans le code pénal que c'est une incrimination, donc il est qualifié la sanction du délit pénal de violation du secret. Et c'est une obligation civile, où la responsabilité civile peut être engagée. Je vous ai mis quelques articles. Alors, j'ai coupé parce que les articles sont assez longs et indigestes. Mais on retrouve dans le Code de déontologie médicale, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin. Deuxième article du Code de déontologie médicale, le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent, donc c'est-à-dire vous, soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Alors en général, l'instruction, vous la trouvez déjà ici, mais aussi dans vos contrats de travail, dans le règlement intérieur, etc. La Convention européenne des droits de l'homme, article 8, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Là, on a l'article central qui va regrouper le plus grand nombre d'informations concernant le secret médical, qui nous dresse un peu les contours. C'est l'article L1110-4 du Code de la santé publique. Alors, toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel et il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. C'est notre article central, on piochera les informations dedans. On a le Code de la sécurité sociale aussi qui nous dit que c'est un principe déontologique fondamental, le secret professionnel. Et puis le Code pénal qui nous dit la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Donc ça, c'était le cadre juridique. Maintenant, on va voir quel secret. Qu'est-ce qui est secret? Quelles sont les informations secrètes? Si on reprend ces articles, le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Et le Code de la santé publique, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel. Alors, ensemble des informations, ça veut dire tout. Il n'y a pas de sujet, c'est tout. Ça peut être des faits confiés par le patient, ça peut être des faits confiés par l'entourage du patient, présent au moment d'une consultation, ça peut être des constatations du médecin, des constatations visuelles, ça peut être des déductions qu'il fait à partir de l'examen, ça peut aussi être des faits négatifs. Je ne vois pas de traces de coups sur ce patient. Le fait que je ne vois pas de traces de coups est un élément qui est soumis au secret médical. Et c'est le contexte de recueil qui importe.
C'est-à-dire que c'est le médecin dans l'exercice de sa profession, c'est la secrétaire dans l'exercice de sa profession. Ce qui veut dire, à contrario, on a un exemple en jurisprudence, un médecin qui témoignerait en instance de divorce en indiquant que telle partie au procès a contracté une maladie vénérienne et qu'il a appris cette information au détour de conversations familiales à la sortie d'école, il peut témoigner, il n'est pas lié par le secret, ce n'était pas dans l'exercice de sa profession qu'il a eu connaissance de cette information. En revanche, tout ce qui est dans le cadre de sa fonction et dans le cadre de votre fonction au travail est soumis au secret. Alors, qui va être dans le secret ? On a déjà le patient lui-même. Alors, ça paraît évident, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours si évident que ça, puisqu'on a des données contradictoires entre le Code de déontologie médicale et le droit à l'information au patient. Le patient, il a le droit d'être informé sur son état de santé, donc il est dans le secret. Donc, on a le représentant légal, quand il y a des représentants légaux, par exemple des parents pour des enfants mineurs. On a la personne de confiance qui peut aussi assister aux consultations. Donc là, c'est avec le consentement du patient. C'est une personne qui est aussi consultée quand le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. Et on a le cas du mineur sur lequel je voudrais m'arrêter un tout petit peu, puisque le mineur, il peut s'opposer à la révélation de son état de santé. Alors, en général, on va dire les parents, ils accompagnent leurs enfants, ou un parent accompagne l'enfant en consultation. Un enfant de 4 ans qui se présente et qui dit « moi, je ne veux pas que maman soit au courant de ce que j'ai », bien évidemment, le médecin il doit apprécier en fonction de l'âge du patient s'il a la capacité de discernement ou pas. En revanche, un enfant de 16 ans qui se rend chez un gynécologue et qui n'a pas envie que sa maman sache ce qu'il a, il a tout à fait le droit de s'y opposer, même si le médecin doit quand même tenter d'infléchir le patient pour qu'il accepte de communiquer les informations à son représentant légal ou en tout cas à une personne majeure de son choix. On va distinguer l'acte usuel et l'acte non usuel pour le mineur parce que quand on est enfant, en général, on a 2 titulaires de l'autorité parentale. Alors, quand on a un parent qui vient en consultation, parce qu'ils viennent rarement accompagnés de papa et de maman, on va considérer que pour tout ce qui est acte usuel, donc une consultation de suivi, une vaccination, toute la bobologie, on va considérer que le consentement est présumé des 2 parents. On n'a pas besoin d'avoir les 2 parents présents pour faire une consultation. Pour un acte non usuel, en revanche, on exigera le consentement écrit des 2 parents. Un acte non usuel, ça va être tout ce qui a des conséquences graves, irrémédiables, lourds. Ça peut être une anesthésie, un traitement prolongé, etc. Pour se placer en ophtalmologie, ça peut être un enfant de 16 ans qui va être opéré de la myopie. Oui. Par exemple. Alors déjà, on attend plutôt 20 ans, mais s'il veut, il faut le consentement des 2 parents. Tout à fait. Si on trouve le deuxième. Donc, il y a les personnes qui sont de fait exclues du secret. Et alors là, c'est tous les tiers. Donc, le conjoint, les ayants droit, héritiers, la famille, les frères et sœurs, les parents, les enfants, etc. Tous les autres sont exclus du secret. Et sur le conjoint, par exemple, je vais vous donner un exemple qui a été jugé par la Cour d'appel de Toulouse. Il y avait un conjoint qui demandait un certificat médical pour son conjoint, et ce certificat médical contenait des informations sur son état de santé. La Cour d'appel a estimé que c'était une faute que de donner un certificat médical à un conjoint sur des informations médicales qui concernaient le patient. C'est une faute. La Cour d'appel administrative de Paris a condamné un hôpital qui avait informé la sœur d'un malade que son frère s'était adonné à des jeux sexuels malsains au cours desquels il avait absorbé des substances stupéfiantes. Ouais. Voilà.
Donc les personnes qui sont tenues au secret. Donc le patient n'est pas tenu au secret, lui, hein, je le précise, c'est-à-dire qu'il peut parler de son état de santé à qui il veut et de ses informations à qui il veut. En revanche, le Code de la santé publique nous dit tout membre de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation de par ses activités avec ces établissements ou organismes sont tenus au secret. Et il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Donc c'est une conception qui est plutôt large. Tous les professionnels de santé, tout membre du personnel de ces établissements, tous les intervenants du système de santé, toute personne en relation avec le soin de par son activité, on peut résumer tous ceux qui sont destinataires d'informations à caractère médical. Donc, les médecins, les secrétaires, ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être le jardinier, ça peut être des stagiaires, ça peut être le directeur de l'établissement, peu importe. Tous ceux qui ont accès à une information médicale sont tenus au secret. Comment on va protéger ce secret ? Alors, il y a des moyens techniques qu'il faut mettre en œuvre. On l'a vu tout à l'heure, le médecin a l'obligation d'informer ceux qui l'assistent dans sa fonction sur le secret auquel elles sont astreintes. Les locaux doivent être adaptés. C'est une disposition de la partie réglementaire du Code de la santé publique. Donc, adaptés pour respecter le secret. Et avec le RGPD qui est entré en vigueur en 2018, qui lutte contre les cyberattaques, on a aussi beaucoup d'obligations au niveau des informations que l'on peut transmettre ou que l'on stocke sur nos supports informatiques. Il faut s'assurer que les données de santé sont hébergées sur des hébergeurs certifiés données de santé. Il faut s'assurer qu'il y ait des sauvegardes. Il faut s'assurer qu'on emploie des messageries sécurisées. Donc attention, téléphone, fax, courrier, on n'envoie pas par mail une donnée médicale, peu importe quelle qu'elle soit, à un patient, ni à une pharmacie, sans utiliser de messagerie sécurisée. Alors ça, c'est un peu votre quotidien à vous. Alors c'est parfois compliqué, mais il y a des solutions qui existent. C'est une violation on risque une violation du secret médical en envoyant un mail et ça contrevient à la réglementation RGPD. Voilà. Les aménagements qui ont été posés. Alors, le premier aménagement qu'on va trouver, c'est le secret médical partagé. Bon, je ne vais pas vous lire l'article. Il y a plusieurs conditions. Le secret médical partagé, on peut partager ce secret avec une équipe de soins, à condition que tous ceux qui sont destinataires de l'information médicale participent à la prise en charge globale du patient. Donc, premier critère. Deuxièmement, on ne partage que ce qui est strictement nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins. Troisièmement, le patient doit être averti. Alors, sauf en établissement de santé, parce qu'en établissement de santé, on présume en fait que le patient a donné consent à ce que l'information soit partagée. Mais la plupart de vous, je pense, n'exercent pas en établissement de santé, donc si on communique au sein d'une équipe, normalement, le patient doit avoir été averti et ne doit pas avoir manifesté d'opposition. Et cinquièmement, ça ne peut se faire que dans un but thérapeutique. Ce n'est pas pour partager un cas et rigoler sur ce patient qui a telle ou telle pathologie. Le secret médical partagé, on va le retrouver aujourd'hui avec Mon Espace Santé, dont vous avez certainement entendu parler. Et le DMP, le dossier médical partagé. Donc c'est une sorte de carnet de santé numérique où on stocke des informations médicales et c'est uniquement dans le but de les partager avec les professionnels de santé qui participent à la prise en charge. Alors là, le patient, c'est lui qui est acteur de ce qu'il partage et des accès qu'il donne à ses professionnels. Il va sur son espace en ligne et il peut cocher « je donne accès à ci, je ne donne pas accès à un tel, ça je ne veux pas que ce soit vu, etc. » Alors, les assouplissements jurisprudentiels. Donc, je reviens, tout à l'heure, on a parlé du coup du grand secret de François Mitterrand. Et on a un assouplissement qui a été porté par la jurisprudence parce qu'il avait été condamné d'office quand il y a eu la parution du livre et l'éditeur avait été condamné. Et puis 10 ans plus tard, ça a été porté devant la Cour européenne des droits de l'homme et qui a considéré que la liberté d'expression constitue un fondement essentiel d'une société démocratique et que le décès
il est daté maintenant d'assez longtemps, que la famille était plus sous le coup de l'émotion, que l'intérêt public était présent puisqu'on avait un débat lié à l'histoire présidentielle, et qu'à ce titre, ça devait l'emporter sur les impératifs du secret médical. Donc c'est particulier, mais c'est un assouplissement jurisprudentiel qu'on a vu. Donc intérêt historique, l'événement était assez loin pour que la famille ait fait son deuil, et puis la liberté d'expression, c'était 3 arguments qui ont servi à la Cour européenne des droits de l'homme à permettre la réédition de ce livre, donc, qui a été réédité, le livre interdit. La violation du secret. Alors, le secret, quand il est violé, c'est une infraction à la confiance, puisqu'on a vu au tout début que c'était la relation de confiance entre le médecin et son patient imposait ce secret. Quand on viole le secret, on commet une infraction à la confiance, et c'est un délit aux yeux de la loi. Donc, c'est un délit qui est institué dans l'intérêt du patient pour garantir la sécurité des confidences, mais aussi dans l'intérêt général, donc pour qu'on conserve cette relation de confiance entre médecin et patient. En droit pénal, il y a 3 éléments qui sont nécessaires pour caractériser une infraction. L'élément moral. Alors l'élément moral ici, normalement c'est l'élément intentionnel. Dans ce cadre, il est présumé. L'intentionnel est présumé. L'élément légal, c'est l'article de loi, c'est l'article 226-13 du Code pénal. Et l'élément matériel qui est la révélation, donc qui peut porter sur un fait, un élément connu, un fait connu, un élément médical, personnel, etc. Pour caractériser l'infraction, il faut que celui qui ait révélé l'information, ce soit une information, 1, couverte par le secret, et 2, qu'il la révèle à une personne qui n'intervienne pas dans la prise en charge, qu'on ne soit pas dans le secret médical partagé. Mais cette violation, elle est caractérisée, même s'il n'y a aucune volonté de nuire, peu importe, même si le destinataire est tenu lui-même au secret. Alors, je vous donne un exemple. Un médecin qui communiquerait à un avocat, l'avocat, il est soumis au secret professionnel de par ses fonctions, c'est une violation du secret médical. Peu importe que l'avocat soit lui-même tenu au secret. Même si le fait est connu ou de notoriété publique, peu importe, ce n'est pas parce qu'un tel a publié sur les réseaux sociaux « moi je me suis fait opérer là » que le médecin est autorisé à communiquer sur cette chirurgie. Et si le patient est décédé, on l'a vu tout à l'heure, ça ne délie pas du secret. Et même si la révélation n'est pas nuisible, et je dirais même plus, même si la révélation a un intérêt pour le patient, peu importe. Dans tous les cas, c'est une violation du secret qui sera caractérisée. Pour vous, dans vos fonctions, on a répertorié un peu quelques exemples concrets de violation du secret. On va avoir la réception d'appels téléphoniques à côté de la salle d'attente. Alors bien évidemment, vous verrez que parfois les locaux rendent difficile l'exercice. Mais oui, allô, on parle d'une pathologie, on cite le nom, les personnes d'à côté entendent, c'est une violation du secret. Quand on communique des éléments médicaux à d'autres professionnels en dehors de l'équipe de soins, c'est-à-dire on parle à un médecin qui n'est pas dans la prise en charge de ce patient. Quand on manque de discrétion à l'accueil ou en appelant dans la salle d'attente, est-ce que votre opération de la cataracte s'est bien passée ? Alors c'est bienveillant, mais s'il y a des personnes qui entendent à côté, c'est une violation du secret. On peut citer la pathologie ou l'acte réalisé devant d'autres patients. Quand on répond à une personne qui s'enquiert de l'hospitalisation d'un patient, alors là c'est un peu spécifique, c'est peut-être pas votre cas, mais bon ça peut servir. Je vous donne un exemple. Un patient qui serait blessé par balle, qui est soigné aux urgences et qui est transféré dans un autre service. L'infirmière reçoit un appel, la personne se présente comme quelqu'un de la famille et demande des nouvelles, comment va monsieur machin, etc. En fait, c'était l'agresseur. Elle lui dit « Ah, on l'a transféré dans tel service. » Il revient, il le tue. Voilà. Donc là, on est dans le cas d'une violation du secret professionnel, du secret médical, et en plus, on est sur un cas de figure où la responsabilité va très loin puisque les conséquences ont été dramatiques. Mais plus simplement, pour des cas moins dramatiques,
la coiffeuse peut vous demander, et au fait, comment Madame Machin veut se faire opérer, comment ça s'est passé? Parce qu'elle elle est copine avec Madame Machin. Vous n'êtes pas obligé, enfin, vous ne devez pas répondre. Vous ne savez pas si elle a été opérée, vous n'avez pas à lui dire qu'elle a été opérée, vous n'avez pas à lui dire si ça s'est bien passé ou mal. Donc, prudence avec les coiffeuses. C'est là qu'on parle le plus. Hein. Enfin, pas moi. Hein. Pareil, on ne va pas communiquer le chiffre d'affaires du cabinet. C'est pas du secret médical, c'est du secret professionnel. Exactement. Ni le nombre de personnes que voit le cabinet dans la journée. Parce que les gens, ça les fait bondir. Alors, je vais vous donner un exemple par rapport à la discussion avec l'entourage, les réseaux sociaux. Bon, bien évidemment, les réseaux sociaux, tout ce que je vous ai cité ici, c'est des actes qui ne sont pas forcément intentionnels, c'est juste de l'inadvertance où on ne fait pas forcément attention. Bon, quand on publie sur un réseau social à un tel, il s'est fait ça, bon, là, on rentre dans quelque chose qui est clairement intentionnel. Je vous donne un exemple par rapport aux réseaux sociaux. Vous connaissez certainement Nabila, qui, bon, voilà, tout le monde a entendu ce nom, qui a fait beaucoup de chirurgie plastique et qui a communiqué très largement sur ses interventions, sur le médecin qui l'avait opéré. Et le médecin a pris la parole sur des plateaux télévisés, dans des interviews, pour parler de ces chirurgies qu'il avait réalisées et sans filtre, puisque Nabila elle-même en avait aussi parlé. Il a été condamné 2 ans d'interdiction d'exercer la médecine. Voilà. Violation du secret professionnel. Ce n'est pas parce que c'est un fait connu. Oui. Oui, alors là, c'est le Conseil de l'ordre. Sur tout ce qui est sanction ordinale, c'est le Conseil de l'ordre. Oui, oui, tout à fait. Ils ont autorité pour le faire. Oui. On va voir justement les différentes sanctions possibles. Il y a la sanction pénale, donc qui 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Il y a la sanction civile. Alors la sanction civile, c'est au titre de l'article 9 du Code civil qui protège le droit à la vie privée, et ça peut être aussi au titre de l'article 1147 du Code civil qui, lui, traite de tout ce qui est obligation contractuelle. Là, on aura des dommages et intérêts. Sur la sanction administrative, ça va plutôt concerner les structures de soins, donc pas vous. Ça peut être un défaut d'organisation ou de fonctionnement. Là aussi, la structure peut être condamnée à verser des dommages et intérêts. Et puis, on a la sanction ordinale, donc, qui ne s'appliquera pas au secrétaire, mais au médecin, qui va de l'avertissement à la radiation, ou l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer la médecine, ou d'exercer certaines spécialités, ça peut un blâme, etc. Donc, ils ont parfaitement autorité, c'est le Conseil de l'ordre, à prononcer ce type de sanction, qui vient se rajouter, hein, tout est cumulatif. Hein. Vous n'êtes soumis qu'aux 2 premières. Exactement. Sanction civile, sanction pénale, c'est ce qui peut vous concerner. Donc, pour la secrétaire, on va avoir un aspect indemnitaire et un aspect sanction. Alors, sur la sanction, vous pouvez voir votre responsabilité pénale engagée, puisque ça, c'est personnel. Et, oui. Oui. Alors, l'interdiction permanente, quand je parle d'interdiction permanente, il peut s'agir d'activités spécifiques. La radiation, c'est interdiction totale d'exercer la médecine. L'interdiction permanente, ça peut être interdiction permanente d'exercer la spécialité d'ophtalmologie. Voilà. C'est modulable. Voilà. Donc, pour la secrétaire, les sanctions possibles, ça va être la responsabilité pénale personnelle. Donc là, il n'y a pas d'assurance qui couvre le risque pénal.
donc 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. La responsabilité professionnelle, puisque violation du secret médical, c'est un manquement à vos obligations contractuelles en vertu de votre contrat de travail que vous avez signé avec votre employeur. Donc, vous pouvez avoir des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'au licenciement. Et puis, il y a l'aspect indemnitaire. Alors, l'aspect indemnitaire, c'est tout ce qui va plutôt concerner la partie civile. La partie civile, ce n'est pas parce que vous êtes employé que vous en êtes totalement exonéré. Si vous avez une faute qui est établie au pénal, vous pouvez être condamné au civil. Il faut faire attention à ce qu'on appelle la faute détachable de service, qui est une faute grave, volontaire, et c'est pas parce qu'il y aura des problèmes d'organisation que, par exemple, l'établissement va être condamné parce qu'il a une mauvaise organisation qui permet de violer facilement le secret médical, qu'il n'y aura pas une faute de la part de la secrétaire qui outrepassera ses fonctions et qui pourra avoir sa responsabilité civile engagée. Et donc là, c'est des dommages et intérêts. Et les montants sont extrêmement variables. C'est en fonction du préjudice. Donc, on a les mêmes sanctions pour celui qui obtient ou tente d'obtenir une information en violation du secret professionnel ou médical. Et la prescription est de 6 ans à partir de la consommation. Alors, de la consommation et pas de la constatation. Ça veut dire à partir du moment où je révèle le secret, ça commence à courir la prescription. Et pas à partir du moment où on s'aperçoit que je l'ai révélé. Il y a des dérogations au secret. Donc tout d'abord, on l'a déjà dit, il n'y a pas de secret entre le médecin et son patient. Mais face à la justice aussi, alors bon, je vais pas trop m'étendre dessus, mais que vous ayez quand même quelques notions, un médecin, il peut être réquisitionné par l'autorité publique, il n'a pas le droit de s'y soustraire, s'il refuse, il a une amende. Dans le cadre de la recherche de preuves aussi, alors on a soit en matière pénale, il faut l'accord du patient, ou alors on agit par commission rogatoire, donc à la demande du procureur qui va demander à un officier de police de récolter certaines informations dans le cadre d'une enquête. Donc là, il y a un membre du Conseil de l'ordre qui sera présent et qui s'assurera que le secret médical est le moins violé possible, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se contente d'accéder aux informations qui sont strictement nécessaires à l'enquête. En matière civile, c'est un peu différent. Alors nous, on peut avoir le cas, par exemple, avec les commissions de conciliation et d'indemnisation, les CCI, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui, quand un patient demande une expertise, sollicite une expertise parce qu'il estime qu'il a été lésé, et il demande l'indemnisation de son préjudice, le médecin expert qui sera désigné, on ne peut pas lui opposer le secret médical. Et pour les droits de la défense, alors le médecin, ce que j'appelle les droits de la défense, c'est stricto sensu, c'est le terme juridique, c'est-à-dire que c'est pas parce que le médecin sera attaqué par voie médiatique, par exemple, ce médecin il est pourri, je vous le conseille pas, etc., qu'il peut se défendre en disant ah mais non mais ce patient il s'est passé ça avec lui, c'est pour ça qu'il m'en veut. C'est pas possible. C'est pas sur la voie médiatique, c'est les droits de la défense au niveau judiciaire, c'est-à-dire un médecin qui serait attaqué sur le plan civil, pénal, mais même sur le plan administratif ou même au niveau des impôts, il a le droit de se défendre et il a le droit de produire des éléments médicaux dans le cadre de sa défense, parce que ça reste un principe fondamental, c'est un citoyen avant tout. Alors, dans le cadre de l'assurance, c'est aussi un cas particulier, mais bien évidemment, le patient qui va demander un droit, il ne va pas dire en même temps « je veux un droit parce que j'ai telle pathologie, débloquez-moi des fonds », et en même temps dire « je vous interdis d'accéder à mon dossier médical ». Voilà. Donc là, il ne peut pas opposer ou alors il retire sa demande. L'employeur, alors, en cas d'arrêt de travail, un employeur peut envoyer un contrôle à domicile chez le salarié. Quand un médecin contrôleur se présente, le salarié, il peut refuser. Il a la possibilité de refuser ce contrôle, de ne pas admettre qu'il vienne vérifier si l'arrêt est justifié ou pas, etc. Bon, le médecin contrôleur, il reste soumis au secret professionnel et bien évidemment, il n'y a aucune information médicale qui n'est transmise à l'employeur.
Mais le salarié peut quand même refuser de donner des informations à ce médecin contrôleur, sachant que s'il le refuse, l'employeur en tire les conséquences, puisqu'il peut, dès à présent, arrêter le maintien de salaire. Voilà. Il y a des exceptions qui sont posées par la loi et qui sont même des ordres de la loi, c'est-à-dire qui imposent la révélation du secret. Alors c'est le cas, naissance, décès, c'est déclaration obligatoire, mais c'est aussi maladie contagieuse. Certaines maladies sont soumises à déclaration obligatoire. C'est aussi le cas pour des patients hospitalisés pour altération des facultés mentales à la demande d'un tiers, on porte atteinte à une liberté. Les accidents du travail, maladies professionnelles, pension d'invalidité, dopage. Alors, ces exceptions d'essence légale, il y a aussi des permissions. C'est-à-dire que la loi n'impose pas la révélation, mais la permet. Alors, dans le cadre de la santé publique, ça va être pour tout ce qui est malade soigné, non hospitalisé pour troubles mentaux. Le médecin peut le signaler, c'est une faculté. Ça peut être pour ceux qui utilisent des stupéfiants. Il peut le déclarer, il n'est pas obligé. Ça peut être tout ce qui est recherche ou statistique médicale. Ça peut être aussi si une personne détient une arme et que le médecin estime qu'elle a un caractère dangereux, il peut le signaler au préfet. Dans l'intérêt des malades, on a le secret médical partagé, qui est une permission. On a l'information des proches aussi, s'il y a un diagnostic grave, avec l'autorisation du patient, là, pour le coup. On peut informer la personne de confiance, on l'a vu tout à l'heure aussi, et ce sera elle qui sera consultée en priorité d'ailleurs si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. Il y a aussi le cas des victimes d'infractions. On a tout ce qui est, c'est précisé, les sévices et privations sur des personnes soit majeures avec l'accord du patient, soit sévices et privations sur des mineurs de moins de 15 ans, où l'accord du patient n'est pas nécessaire, pour le coup. C'est une faculté et pas une obligation. C'est-à-dire que le médecin n'est pas obligé de dénoncer ces actes-là. En revanche, s'il ne le fait pas, il peut être poursuivi au titre de la non-assistance à personne en danger. Donc, c'est pas obligatoire, mais un peu quand même. Bon, la mise en danger, c'est un cas un peu particulier. Il faut déjà qu'il y ait que le médecin ne soit pas en danger lui-même pour pouvoir le faire, sinon il ne sera pas... En ophtalmologie, mauvais traitement à enfants, hein, oui. C'est le non-suivi d'une amblyopie. Les parents qui ne ramènent pas l'enfant au contrôle régulier pour faire suivre l'enfant qui est amblyope ou strabique ou je ne sais pas quoi. C'est toujours les mêmes familles, enfin, vous voyez de quoi je parle. Hein, c'est toujours... bon. Est-ce qu'il faut dénoncer à l'assistante sociale, au procureur, au machin, que cet enfant ne bénéficie pas des soins auxquels il devrait avoir accès ou pas? C'est un grand débat. Il n'y a pas mise en danger de la vie, mais il y a mise en danger quand même de la fonction et du... Voilà. Pour rebondir en ophtalmologie. Donc c'est une faculté. Alors les ayants droit, les héritiers, si le patient est décédé, ils peuvent avoir accès à des informations médicales, mais il faut un motif, et il y a 3 motifs possibles. C'est soit pour connaître les causes de la mort, soit pour faire valoir des droits, soit pour défendre la mémoire du défunt. Il n'y a que ces 3 cas possibles, et les informations qui seront communiquées à l'ayant droit qui en fait la demande seront limitées à ce qui est nécessaire par rapport au motif invoqué. Donc si je veux connaître les causes de la mort, on m'enverra la partie du dossier médical qui concerne les causes de la mort, et pas autre chose. L'intérêt des malades, on en a parlé, donc c'est bon. On a des exceptions jurisprudentielles. Bon, on ne va pas s'attarder dessus, mais on peut contester un testament pour insanité d'esprit, ce qu'on appelle du testateur. Là, on peut avoir accès à des informations médicales pour prouver que le testateur n'avait pas toute sa tête au moment où il a rédigé le testament. Pareil dans les assurances-vie, il y a des assurances-vie qui vont exclure certains types de décès, la manière dont le décès est survenu. Ils vont demander à avoir accès aux informations médicales pour savoir est-ce que c'est un suicide ou pas un suicide, etc. Rente viagère, bon, c'est pareil. Je vous fais un petit focus sur l'accès au dossier médical.
Le dossier médical, ça c'est quelque chose auquel je pense vous êtes confrontés peut-être régulièrement, soit parce qu'il y a un médecin qui veut changer, un patient qui veut changer de médecin, qui déménage ou qui n'est pas content, etc. On demande l'accès au dossier médical. Il faut savoir que la demande, déjà, elle doit être adressée au praticien. Donc, elle peut être écrite ou orale, mais elle est adressée au praticien. Et c'est lui qui décidera, d'ailleurs, c'est l'ophtalmo qui décidera, qui contrôlera son dossier avant transmission. Il faut absolument vérifier l'identité du demandeur. Et le demandeur, ça peut être... Oui ? Oui. Alors, vous voulez dire, vous n'avez pas de preuve que le patient a fait sa demande. Alors, la preuve, vous l'aurez en le traçant dans le dossier. Vous écrivez dans le dossier, le patient, tel jour, a fait sa demande d'accès au dossier médical. Il peut le demander à vous. Vous le tracez dans le dossier. Vous transmettez l'information au médecin. Non. Mais ça c'est mieux. Peut être oral. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et c'est plus simple à mon avis. Déjà, ça les dissuade un peu s'ils ne sont pas capables d'écrire la lettre. Hein. Ça remet un peu le problème, mais ça a l'air plus sérieux. Il faut qu'ils s'impliquent un peu, qu'ils fassent une lettre, à mon avis. C'est pas obligatoire que ce soit par écrit, mais par contre, c'est vivement conseillé parce que effectivement, ça vous laisse la trace. Ensuite, vérifier l'identité du demandeur, ça c'est important, c'est pas toujours fait, même rarement, je pense. Mais alors, encore pire au téléphone. Là, on ne prend aucune demande au téléphone, attention. Hein. Mais il faut vérifier la personne qui demande et il ne peut avoir accès, on l'a vu, au secret. Pas le conjoint, pas la fille qui s'occupe de sa maman. C'est uniquement le patient. Les éléments transmis, c'est donc toutes les informations qui concernent sa santé. Ça, ce sera validé par le médecin. Et les délais, on laisse toujours un délai de réflexion, c'est bien. C'est entre 48 heures et 8 jours. Alors, ça peut être 2 mois si le dossier a plus de 5 ans pour faire des recherches archéologiques. Et attention, moi je vous engage fortement à tracer dans le dossier médical, alors quand il y a ce type de demande orale, mais la date d'envoi du dossier. C'est ce qui permet aussi de vérifier qu'on a respecté notre obligation de l'avoir transmis et transmis dans les temps. Et il faut bien veiller à envoyer ce dossier à l'adresse et au nom de la personne pour laquelle il y a une demande de dossier. Il ne faut pas l'envoyer à la belle-fille. Il faut que sur l'enveloppe de l'accusé de réception, ce soit le nom de la personne qui vous a montré sa carte d'identité. Hein ? Exactement, c'était le dernier point. Donc le mode de transmission, donc soit on consulte sur place avec le médecin, éventuellement, il peut y avoir un entretien médical avec le médecin, ça aide à la lecture. Soit on l'envoie par recommandé, et j'insiste par recommandé parce que la responsabilité de la poste, c'est de transmettre au destinataire et pas à quelqu'un d'autre. Alors même si on sait qu'ils le font rarement, c'est de leur responsabilité, c'est plus de la vôtre. Donc on écrit au nom du patient, accusé de réception pour la lettre, comme ça on a le retour avec signature, on a la date exacte, on a respecté notre obligation. Et voilà. Oui. Il y a des questions ici où on m'a demandé le micro. Pardon. Est-ce qu'un tuteur ou un curateur peut faire la demande d'un dossier médical pour une personne majeure ? Alors, très bonne question. On a vu tout à l'heure les représentants légaux, on a beaucoup parlé des parents, mais ça peut être aussi un tuteur. Alors, après, tuteur-curateur, c'est pas la même chose. Un tuteur, en général, il a des droits sur la personne, donc il peut le faire, il peut avoir accès, il représente la personne. Un curateur, en général, c'est un curateur administration des biens, quoi. Donc là, c'est à vérifier. Est-ce que c'est une curatelle renforcée ? On ne sait pas. Ou alors on le demande. Il existe des envois recommandés accusés de réception par Internet via la poste. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ?
Oui. Puisque c'est pas sécurisé finalement. Alors, j'ai jamais utilisé ce système. Si, je l'ai utilisé, c'est super. Hein. Ouais. Impeccable. Alors, la question est de savoir, est-ce que c'est crypté? Est-ce que À la rigueur, moi je m'en fous que ça soit crypté. Ce que je veux savoir, c'est que est-ce qu'il y a une responsabilité engagée? Puisque on scanne, on le met dans un fichier et c'est la poste qui fait le reste. Mais entre le moment où moi je scanne que ça arrive à la poste, après je vois pas l'intérêt pour le hacker. Hein. Ah oui, ça vous savez. Restons simples. À mon avis, là, il faut faire du papier. Hein, Moi, je ne le ferai pas parce que oui. justement, le point de savoir si c'est crypté ou pas est essentiel. C'est-à-dire qu'une donnée, on parle par exemple de l'IFEN, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. L'IFEN, on peut envoyer des documents, c'est sécurisé pour de la donnée de santé. La Poste, je ne suis pas sûre, je ne le ferai pas. A priori, ils doivent être sécurisés aussi, mais on n'en sait rien. Voilà. Quand vous disiez délai de réflexion de 48 à 8 jours, c'est pas un délai de réflexion pour le patient, hein. C'est votre délai de réponse. Oui, exactement. Hein, c'est vous qui avez le temps de réfléchir. Hein. Oui. Ce n'est pas le patient qui peut se rétracter. Oui, hein. tout à fait. Voilà. Apparemment, celui qui a loué la salle juste après nous laisse quelques minutes. Qu'est-ce que vous conseillez? Ça m'est arrivé quelquefois. Qu'est-ce que vous conseillez de répondre aux enfants de patients âgés, mais pas qui a toute sa tête cependant, qui vient pour consulter et les enfants nous appellent en disant on est éloigné, on n'a pas assisté à la consultation. Est-ce que vous pouvez nous refaire ou nous débriefer sur la consultation? Moi, j'ai refusé de répondre et ça a été un petit drame et j'en ai parlé au docteur et qui m'a dit c'est très délicat de répondre à quelqu'un au téléphone. Oui, alors déjà, le téléphone, comme on disait tout à l'heure, on ne connaît pas l'identité de la personne. Elle peut se présenter comme un tel, on ne sait même pas si c'est vrai. Et deuxièmement, ça reste de l'information médicale, à moins qu'il ait une autorité particulière parce qu'il représente la personne, parce que c'est le tuteur familial. Il n'y a aucune raison de lui transmettre ces informations. On est vraiment là dans... C'est sûr que c'est délicat, mais on est vraiment dans un cadre de violation. Mais ça, c'est le cas où il faut dire, écoutez, je vais vous passer le docteur. Hein. Oui. À mon avis. Hein. Et qui prend en charge les frais de la Poste? Nous, Oui, ou le patient? voilà, j'allais terminer par ça. Quand on fait une demande d'accès au dossier médical, si vous le faites à l'hôpital, par exemple, vous allez très vite voir que, on vous impose de le faire par écrit, et que deux, si vous voulez votre dossier médical, eh ben, il va falloir régler les coûts de reproduction, de copie, et les coûts d'envoi. Donc, vous pouvez le demander et exiger le paiement avant envoi. C'est rarement fait dans les cabinets. Hein. C'est rarement fait dans les cabinets, c'est toujours fait à l'hôpital. Parce que quand les gens demandent un dossier, c'est qu'il y a un problème. Alors autant régler ça vite et puis au suivant. Hein. Enfin, à mon avis. Bon, eh bien, mesdames, est-ce qu'il y a encore quelques questions? Ah, oui. Attendez, parce que j'ai au moins une. Allez, la dernière. Oui, je vois que... c'est où comme madame... Voilà, pardon. Je voulais savoir quel rapport on devait adopter avec les mutuelles. Parce que des fois, on trouve qu'elles ont des demandes un peu abusives. Enfin, elles demandent des comptes rendus et on ne sait pas si on a le droit de répondre ou pas. Non. 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 Mais est-ce qu'il y a un document qui existe qu'on pourrait leur renvoyer dans lequel c'est écrit votre demande est abusive ou quelque chose comme ça? Alors, il n'y a pas de document type, mais vous pouvez l'écrire. Vous pouvez écrire que vous êtes astreinte au secret médical et que, à ce titre, vous ne pouvez... Ils sont souvent borderline, c'est très souvent, il faut les recadrer. Alors ça, c'est des cas simples où, si vous violez le secret médical, vous allez vous en rendre compte, là. Ce dont il faut vous méfier, c'est de tous les petits instants où vous risquez de le violer sans vous en rendre compte. C'est-à-dire en appelant un patient à la salle d'attente, en voulant avoir l'air bienveillant, poli et participer à la prise en charge du patient en le réconfortant. C'est là qu'il faut vous méfier. Hein. Bonjour madame, alors cette cataracte, ça s'est bien passé, c'est ça. Hein. Alors bon, ça ne prête pas à conséquence le plus souvent, mais il y a des gens qui peuvent... Encore une question. Et quand c'est les mutuelles qui demandent les codes CCAM? Oui, non, mais c'est non, bien sûr. Mais...
Je sais, mais c'est non. Eh oui. Non. Non, ça donne une information. Oui. Le patient, lui, il fait ce qu'il veut. L'information, vous la donnez au patient, il fait ce qu'il veut. Merci.